Merci Nicolas, tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de la Fondation Zoën. Je te présente rapidement et après on enchaîne avec une première question. Alors, tu as commencé ta carrière comme journaliste et puis petit à petit tu es devenu le pédagogue des Français en les éveillant à la nature, à ses difficultés par la beauté. Petit à petit tu es en quelque sorte monté en expertise, et puis tu as eu cette récente expérience où tu as été pendant 18 mois un ministre de la transition écologique et solidaire, et tu as fini par démissionner en direct sur les ondes de France Inter. On verra s'il y a un côté spirituel ou non. Alors, je vais sortir ma feuille. Dans un premier temps, je vais te poser les questions dont on avait parlé. Probablement un signe d'Alzheimer rampant, parce que j'aime pas avoir un papier. Et puis ensuite, après, je me lâche, Nicolas. Mais première question. Quand tu avais été missionné sur la question du climat par François Hollande, avant et pour préparer la COP21, tu avais préparé un sommet des consciences où tu avais réuni de nombreux responsables religieux et spirituels. Jean Zhang était là au violon à l'époque. Et puis, en fait, il me semble, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, il me semble que quand tu as été ministre, tu avais à nouveau l'intention de refaire un sommet comme ça, hein, il me semble. Et donc, ma question, qu'est-ce que tu attendais et qu'est-ce que tu attends des responsables spirituels? Merci beaucoup, Dominique. Il y a deux interprétations dans le mot spirituel, donc je vais prendre celle qui n'est pas forcément le thème du jour, mais tu as rappelé que j'étais ministre de la transition écologique et solidaire. Et un jour, le Premier ministre, en me passant la parole dans un conseil des ministres, a dit « Je passe la parole au ministre de la transition écologique et solitaire ». Et cet lapsus explique beaucoup de choses. Plus sérieusement, moi j'ai ce sentiment, et tu n'es pas le seul qui me l'a éveillé. Vous avez été nombreux à m'y contribuer, à faire en sorte que je n'oublie jamais, dans toute la réflexion, la dimension verticale chère à Teilhard de Chardin. J'ai ce sentiment que depuis que le monde existe, nous avons franchi 2 pas. Le premier pas, pour faire court, c'est le pas de la vie, qui au passage avait des milliards d'autres possibilités que de choisir ce substrat et cette forme-là. Le deuxième pas, c'est le pas de l'esprit. Et je pense que nous sommes sommés de franchir le troisième pas, qui est le pas du sens. Ça, c'est ma conviction profonde, qui me porte d'ailleurs, c'est que ce qu'a très bien formulé 2 grands maîtres à penser, un contemporain, Edgar Morin, qui dit « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et ce qu'avait encore mieux, aussi bien, écrit Einstein en disant « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et tout cela m'amène à cette conviction intime qui à la fois nourrit mon inquiétude mais entretient mon espoir. C'est que nous sommes dans ce paradoxe où notre intelligence est sommée de prendre en compte les conséquences de son propre succès. Donc nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas en déficit de moyens, nous sommes en déficit de finalité. Et ce qui fait défaut, et la question centrale, allons-nous pouvoir la faire surgir, c'est une vision universelle et une intelligence collective, une volonté collective. Et donc c'est pour moi la question centrale. Et elle ne vient pas, cette question,
spontanément dans le calendrier, dans le logiciel politique et j'allais dire encore moins médiatique. Mais pour moi, c'est une question centrale. Donc, je trouvais intéressant, quand j'ai eu cette possibilité auprès de François Hollande de faire ce sommet des consciences pour nous imposer une forme de pause. Je ne sais plus qui disait, quand on fait pause sur un ordinateur, il s'éteint, quand on fait pause sur l'humanité, elle s'allume. Et je pense que ça nous fait cruellement défaut de temps en temps de sortir de ce fleuve dans lequel on a été happé. Et puis, effectivement, j'avais ce projet que je trouvais magnifique. D'ailleurs, c'est ma grande tristesse de ne pas avoir pu le mener à terme. Peut-être qu'on le remettra sur l'ouvrage. Je voulais imposer à nos sociétés un dialogue croisé entre ce que j'appelle le monde de la modernité, entre guillemets, et le monde de la spiritualité. Bon. Et donc de contraindre les puissants, les grands du monde, à venir, comme ça avait été fait sur une plus petite échelle au sommet des consciences, écouter plusieurs jours durant ce que notamment les peuples racines ou les peuples premiers, qui peuvent quelque part nous apporter ce supplément d'âme qui nous fait tant défaut, et en même temps, sans pour autant, dresser un portrait évidemment, caricatural de notre propre société, parce que je pense que nous avons des choses à nous apporter les uns et les autres, mais je pense que ce dialogue était important. Et j'en avais carte blanche pour le monter, mais je n'ai évidemment pas eu le temps de le monter. Donc tout simplement, pour répondre à ta question, voilà, je pense que nous sommes dans une crise profonde de sens, individuelle, collective, qui s'explique très, très, très bien. D'abord parce qu'il y a une désynchronisation de la science et de la conscience, qui est une des grandes tragédies pour moi du XXe siècle et qui se perpétue au XXIe siècle, parce que les choses vont trop vite. Nous sommes, et je l'ai senti moi-même dans l'exercice bref du pouvoir, du pouvoir, je le cherche encore d'ailleurs, mais des responsabilités que j'avais, je passais mon temps à dire, est-ce qu'on peut me laisser réfléchir ? Quand est-ce qu'on réfléchit ? Et c'est terrible d'avoir une société, et alors au début je mettais ça sur peut-être mon manque de faculté, mais quand je me suis aperçu que c'était le dénominateur commun de tout le monde, tout simplement parce qu'on est dans le réactif et absolument pas dans le prospectif, donc cette désynchronisation de la science et de la conscience, c'est évidemment préjudiciable, parce que, et puis la précipitation du temps, c'est-à-dire que quand on est dans le réactif, on a une vue à peu près correcte de près, mais on n'a absolument pas une vue correcte de loin. Et puis, on a une intrusion maintenant dans notre logiciel, de notre radar, qui n'était pas aussi prégnante et présente dans les décennies précédentes, c'est le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon le sens du curseur, nous rentrons dans ce que certains économistes appellent la tragédie des horizons, c'est-à-dire cette confrontation du court terme et du long terme. Mais je pense qu'encore une fois, ce qui est le paradoxe, c'est que nous avons tous les outils. Et juste parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, je ne fais pas abstraction de la démographie, mais ça n'est pas dans mon esprit la priorité. Parce que le jour où on aura éradiqué tous les prélèvements indus que nous faisons subir à l'environnement ou à la nature, qui ne participent en rien à notre épanouissement, Je rappelle qu'aujourd'hui, on meurt plus de l'obésité ou de la malbouffe que de la malnutrition. Donc, pour moi, il y a quand même justement un problème de faim et de moyens. Et juste pour conclure, terminer la réponse à cette question, y compris dans notre modèle économique, qui au fil du temps et en très peu de temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a transgressé la notion même, ou l'intention même, ou la raison d'être même de l'économie, qui est bien un outil au service de l'épanouissement humain, et que l'on a transformé pour faire en sorte qu'on indexe la finance aux besoins de l'économie, et on utilise les humains simplement comme un capital au service de cette économie et de cette finance. Bonsoir. Tu as déjà un petit peu abordé la seconde question que je voulais te poser. Penses-tu qu'on peut décroître en termes de flux de matière et en termes de flux d'énergie sans en même temps développer plus une dimension intérieure,
ne renvoyant pas à ces flux? Et si oui, qu'est-ce que ça peut signifier pour toi et plus largement? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, des hommes très intelligents formulent cette question un petit peu différemment, en laissant une hypothèse ouverte que le modèle économique qui est basé sur une croissance exponentielle de ressources qui, elles, sont finies, est envisageable. N'importe quel esprit réfléchi comprend que, comme cette fameuse sentence que tu connais par cœur, il faut être fou économiste pour croire qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Donc on voit bien que de toute façon, le modèle qui a eu ses vertus et ses laissés pour compte passe par un optimum et après il y a le déclin. Bon. Donc on va être obligé de passer par une forme de croissance et de décroissance sélective dans la période de transition. Bon. Ce n'est pas un gros mot et il ne faut pas s'en effrayer parce que autant on peut piloter la rareté, autant on ne gère pas la pénurie. Et donc, il faut l'organiser, cette rareté. Et d'ailleurs, l'économie, normalement, c'est la science de la rareté. Donc là aussi, nous avons opéré une forme de transition. Donc il y a des choses d'évidence dont il va falloir s'affranchir, et on le fera le moins douloureusement possible si nous avons la capacité de planifier, d'anticiper, de se fixer des horizons, des objectifs, de les monitorer et presque, j'allais dire, de les constitutionnaliser pour que les alternances politiques ne nous empêchent pas de revenir en arrière. Il n'y a que comme cela que ça sera socialement acceptable, notamment tout ce qui va nous obliger à sortir de l'ère des énergies fossiles, avec toutes les conséquences économiques, sociales, culturelles, consumérisme que cela va apporter. Alors, à quoi va ressembler le monde de demain, très sincèrement, qui en a une idée claire? Qu'est-ce qui va rester de matériel? Qu'est-ce qui va être immatériel, etc. Il paraît assez évident que moins nous serons, je veux dire, sous la tyrannie de la consommation et du consumérisme, plus nous développerons des relations humaines. Enfin, chacun le sent dans sa propre expérience. Nous avons été tous un peu aveuglés. C'est Victor Hugo qui disait, à force de vouloir posséder, c'est nous-mêmes qui sommes devenus possédés. Et je ne m'exonère pas de ça. C'est évidemment la force de persuasion clandestine qui nous fait croire à un salut matérialiste et nous fait céder à une forme d'hybris technologique, elle est irrésistible. Bon, sauf que là, nous en prenons conscience et les faits nous obligent de toute façon à y remédier. Donc, quelque part, cette injonction, elle est salutaire si on la prend en compte. Et cette société de sobriété, j'ose espérer que ça ne sera pas une société qui, contrairement à ce que certains voudraient caricaturer, vont nous faire revenir à une forme de sédentarisation et de privation de tout, mais un juste équilibre où on partagera aussi du service, du bien-être, de la connaissance, puisque, comme le dit Idrissa Berkane, quand on partage un bien matériel, on le divise, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Merci Nicolas. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a quand même un lien très fort entre spiritualité, en un sens même assez traditionnel, et puis politique. On peut penser à Jaurès, je crois qu'il voulait faire une thèse sur le spiritisme avant de se lancer dans le socialisme, et c'est un socialisme très inspiré d'un christianisme relativement enlevé. On peut évidemment penser à Gandhi, on peut penser à Martin Luther King, et de l'autre côté, il est très difficile de ne pas voir une espèce de fascination d'une forme de mal radical chez un Staline, chez un Hitler. Aujourd'hui, un type comme Bolsonaro, ça paraît assez étonnant. S'il n'y a pas une fascination de la destruction, on ne peut pas du tout comprendre ce type-là. Un type comme Trump, on ne peut pas dire qu'il soit indifférent aux enjeux écologiques. Au contraire, il est obsédé par les enjeux écologiques. Et la seule ligne de force de sa politique, c'est la destruction de toute forme, quelle qu'elle soit, même par le savoir, de protection de la nature. Pour moi, ce sont des formes un peu d'un mal radical. Et j'ai du mal à comprendre le degré de persuasion que ces gens parviennent à réaliser sans cette espèce de fascination du mal. Comment tu vois cette relation entre spiritualité et politique avec ces deux versants, un peu sombres d'un côté et plutôt lumineux de l'autre?
comment tu vois ça? Est-ce que dans l'expérience que tu as eue de certaines figures politiques que tu as rencontrées, par exemple Mandela, est-ce que tu as senti une sorte d'inspiration spirituelle chez ces gens-là? La question, elle est complexe. Je concède. Moi, je constate dans ma propre expérience, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, qu'il y a deux sortes d'humanité ou il y a deux propensions. Il y a une humanité qui travaille pour le bien commun. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est beaucoup plus nombreuse qu'on l'imagine, mais peut-être moins visible. D'abord parce qu'elle ne cherche pas la lumière et elle ne cherche pas la reconnaissance. Et ça, moi, c'est ce qui me porte. Si je n'y croyais pas, c'est celle-là que je voudrais faire émerger, et c'est celle-là laquelle j'aurais contribué à ce qu'elle devienne une espèce de lame de fond irrésistible. Puis il y a une autre humanité, plus visible, parce que sans scrupule, qui, elle, travaille pour accumuler, accaparer les biens communs. Voilà. Donc on est à un moment de vérité où ces deux humanités s'affrontent, sans même le savoir. Et c'est bien le défi du moment. Qui va l'emporter? Au moment où nous avons besoin d'avoir des enfants de Mandela, on a des Bolsonaro, des Trump, et j'en oublie beaucoup. Je ne voudrais pas jeter l'anathème. Donc pour moi, le XXIe siècle, c'est un moment de vérité. C'est le moment où, sans faire de prosélytisme, parce que, contrairement peut-être à certaines personnes ici, ma foi n'est pas encore aboutie. Moi, je me situe plutôt du côté des panthéistes. Mais je pense que nous n'avons pas encore accompli notre phase d'humanisation. Et c'est la phase ultime. Moi, je pense que notre intelligence a encore cette fameuse étape, ce fameux saut du sens. Et elle se fera, la révolution qu'on doit faire au XXIe siècle. C'est plus l'ordinateur, c'est pas la... Je suis ravi quand on parle d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de je ne sais quoi, mais enfin, qu'on se calme. C'est la révolution des esprits qu'il faut qu'on fasse. Et c'est bien cette dimension qui nous fait cruellement défaut. Est-ce qu'elle va pouvoir jaillir dans ce bruit de fond, dans cette société où le réel, le virtuel se mêlent, où le futile et l'essentiel se confondent, où le vrai et où le faux n'arrivent plus à se distinguer, où il faut exprimer la complexité dans des formats absolument restreints. Mais je sens quand même que, comme nous avons été très loin dans l'excès, en tout cas pour nos sociétés occidentales, cette aspiration à quelque chose de plus équilibré, cette limite intime que nous devons retrouver, pour retrouver, et tu en es d'ailleurs celui qui m'en a convaincu, cette liberté originelle, qui n'est pas de s'affranchir de toutes les limites, mais qui est bien, comme l'étymologie du mot le dit lui-même, la loi ou la règle que l'on se fixe à soi-même. On va avoir besoin de mettre de l'humanisme partout. Mais il y a un combat entre le mal et le bien. Je suis désolé de le dire, Bolsonaro et Trump ont une vision cupide, immédiate, instantanée, mais ils ne sont pas un échantillon représentatif de l'ensemble de l'humanité. Mais encore une fois, il est plus facile d'émerger et de gagner quand on s'affranchit de tous les codes que quand on respecte évidemment les règles, les lois et les valeurs élémentaires. Merci de ta réponse. On va plutôt aller maintenant du côté un peu du témoignage. On a appris juste au début de l'après-midi que Jacques Chirac était décédé. Tu étais très proche de lui. Je veux juste évoquer une anecdote. Grâce à toi, d'ailleurs, j'ai participé à la commission Copain. Je me suis trouvé, en tout cas au moins une fois, peut-être plus, je ne me souviens pas, à côté de lui. Mais surtout la dernière fois, la dernière réunion qu'on a eue où il a tranché en faveur du principe de précaution. Et juste avant de partir, il m'a glissé un petit mot en me disant « N'oubliez surtout pas, en sortant, d'appeler Nicolas. » Je ne sais pas si je t'ai jamais raconté ça, mais j'avais trouvé ça assez émouvant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, puisque finalement c'est quelqu'un dont tu étais assez proche, très paradoxal, qui avait commencé sa carrière plutôt comme socialiste, qu'il a terminé un peu avec la charte de l'environnement en ayant sa majorité en fait en gros contre lui. Et il a dû la faire accepter au forceps
en faisant venir dans son bureau un certain nombre de députés. Est-ce que tu peux nous donner un petit témoignage sur ce personnage disparu aujourd'hui et dont tu étais assez proche, très proche même, je crois? Au-delà de l'homme politique, de son parcours politique, de son positionnement politique, j'ai eu la chance, je dis la chance parce que il avait une qualité que beaucoup lui reconnaissent, il avait une espèce de tendresse et d'affection pour l'humain, qui n'était pas feinte. Je l'ai vu faire des choses sans chercher la moindre reconnaissance et sans que personne ne le sache, en faveur de gens qui n'étaient pas forcément des gens qui brillaient, voilà, des gens ordinaires au joli sens du terme. Donc j'aimais son humanité et effectivement c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup parce que quand j'avais juste cette sensibilité de me dire il faut que je m'engage dans cette mouvance, mais j'en avais une vision très, très, très réductrice. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne suis pas né écologiste, le suis-je devenu? Pas encore totalement. Mais enfin, en tout cas, il m'a écouté. Il m'a écouté à un moment où je n'avais aucune crédibilité. Et quand on a l'écoute d'un maire et puis après d'un président aussi attentif, ça nous a permis effectivement un certain nombre d'avancées. Ça n'a pas révolutionné le monde, mais à l'échelle internationale, à l'échelle diplomatique mondiale, il a jalonné à chaque occasion, comme ça, un certain nombre de propos, avec son fameux discours de Johannesburg. Il a fait rentrer effectivement cette charte pour laquelle tu as beaucoup travaillé dans la commission Coppens, avec ce fameux principe de précaution, auquel on devrait se référer un peu plus souvent, me semble-t-il, parce que contrairement à ce que certains en craignent, on n'en a pas abusé. Voilà. Non, je voulais simplement dire que j'ai connu évidemment beaucoup de responsables politiques et vous savez, ça rejoint la question aussi précédente. Il y a dans la classe politique la même diversité qu'il y a dans la société en général. Vous avez des hommes qui sont simplement nourris par leurs propres ambitions, vous en avez qui sont happés par une espèce de désir narcissique, puis vous avez des gens qui ont le sens de l'intérêt général. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas forcément les plus connus. Voilà, donc il y a de tout. La seule chose, c'est quand vous avez des cyniques, évidemment, ils ont les moyens de leur cynisme, mais il y a de tout. Voilà, c'est pas jeter un discrédit sans discernement sur le monde politique, pour moi, est dangereux parce que on a besoin de la politique. Mais les politiques ont aussi besoin de la société. Voilà. Donc le jour où on arrivera à faire une connexion sur ce sujet-là, enfin sur ces thèmes-là, et qu'on arrivera à s'inspirer les uns et les autres, alors peut-être qu'on y verra un peu plus clair. Une dernière question, Nicolas, mais qui va nous ramener un peu à la première que je t'ai posée. Tu as dû, pour des raisons de transport, arriver un petit peu plus tard. Quand on a introduit notre collection Nouvelle Terre avec Sophie, on a évoqué justement la posture très intéressante à la fois du GIEC. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une quinzaine de jours, il y avait un entretien avec Valérie Masson-Delmotte dans Le Monde. Et elle s'exprimait au nom du GIEC sur la nécessité de mailler nos savoirs, nos connaissances, nos techniques avec les peuples premiers. Et puis l'IPBES, donc l'équivalent pour la biodiversité, eh bien, lui aussi a vraiment insisté sur l'importance du rôle des peuples premiers dans la préservation de la biodiversité et à peu près dans un esprit voisin. C'est assez intéressant de voir que deux expressions très fortes et internationales des sciences aujourd'hui appellent un lien avec ce monde des peuples premiers. Je rappellerai que ce qu'on appelle la permaculture, qu'a inventé Holmgren au milieu des années 70, maille justement l'écologie scientifique, la science des écosystèmes, et puis l'inspiration qu'Holmgren tirait des aborigènes en termes de pratiques agricoles. Alors, comment tu vois le rôle, la place de ces peuples aujourd'hui, qui, on vient de le rappeler avec Bolsonaro, sont soumis à une pression énorme, qui en même temps reconstruisent par bien des côtés leur propre culture aujourd'hui, en y introduisant, comme on le fait nous un petit peu encore, en y introduisant une meilleure parité entre les deux genres. Donc comment tu vois nos relations avec ces peuples premiers et leur avenir sur cette terre en cours de dévastation?
au risque de forcer le trait, nos relations, elles sont inexistantes. Je veux dire, à part quelques personnes, quelques associations, quelques esprits notables qui s'intéressent au peuple racine, au peuple premier, à leur savoir, leur connaissance et ce qu'ils peuvent nous apporter, est-ce qu'on voit la moindre indignation? Autant on commence, d'ailleurs peut-être pour des raisons presque anthropocentriques, à s'inquiéter de l'érosion de la diversité génétique, mais de la diversité de l'humanité, parce qu'il n'y a pas une humanité, il y a des humanités. Chaque jour, vous avez des langues qui disparaissent. Chaque jour, vous avez une espèce de laminoir comme ça, d'homogénéisation qui fait office dans le monde entier, qui fait disparaître des cultures, des savoirs, des connaissances, souvent d'ailleurs sur des sociétés qui n'ont pas d'écrit. Et c'est un préjudice dont on ne pourra jamais mesurer les conséquences. Alors, tant d'abord sur un plan du savoir, parce que je dis n'importe quoi, sur un plan de médecine, sur un plan même organisationnel, comment leur société fonctionne, et sur un plan spirituel. Quand on va chez les Kogi, on comprend très bien que nous sommes au fil du temps désolidarisés de tout. Peut-être aveuglés un peu par nos propres succès, désolidarisés de l'histoire, désolidarisés de l'avenir, désolidarisés du vivant. Bon, voilà. Et c'est le désarroi tragique de notre humanité. Donc, ils ont beaucoup à nous apprendre. Je n'ai pas une vision rousseauiste je sais ils ont ce qui nous manque tant, et nous avons des choses dont ils pourraient évidemment profiter. Mais cet échange n'a pas lieu. C'est pour ça que j'attendais beaucoup de ce sommet. J'aurais adoré pouvoir reproduire le sommet des consciences, et que, avec des intermèdes musicaux, de chants, peut-être pourquoi pas de prières, dès lors que tout le monde était représenté, s'obliger à un moment ou à un autre à se libérer, comme dit Krishnamurti, du connu, et essayer de se voir tel que nous sommes, c'est-à-dire une famille humaine et faisant partie d'un tout, et en comprenant que dans la nature, il y a un principe intangible que nous essayons de rompre, c'est un principe de partage et de solidarité. Et toutes ces notions, ils ne l'ont pas perdues. Et cette notion de gâchis, cette civilisation de gâchis dans laquelle nous sommes, et ces fameux prélèvements indus dont je parlais tout à l'heure, je ne la retrouve pas chez les peuples premiers. Donc il y a beaucoup d'enseignements à avoir. Mais qui s'en émeut? Nous-mêmes, pour ne parler que de la France, nous avons des Indiens sur notre territoire, en Guyane. On est le seul pays européen, je peux vous dire qu'on n'a pas de leçons ni à donner. Voilà. Alors, évidemment, nous ne cautionnons pas des exactions, mais enfin, on ne peut pas dire que nous leur ayons, attribué des droits spécifiques au nom d'un principe constitutionnel. Vous savez, moi, juste sur les peuples premiers, notamment les peuples amazoniens, je considère que nous les avons bafoués 3 fois. On les a bafoués en débarquant là-bas. On les a bafoués parce que l'histoire ne donne pas le récit, elle le donne de notre point de vue, mais pas du leur. Et puis on les bafoue aujourd'hui parce que quand on voit ce qui se passe, notamment en Amazonie, mais enfin c'est pas mieux dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Merci Nicolas. Je ne suis pas sorti du périmètre de mes questions, je te réserve ma fantaisie pour ce soir. Et là, on va passer aux questions du public. Oui. Vous avez parlé de 2 types d'humanité, une qui travaille pour le bien commun et une autre, moins nombreuse mais très visible, qui travaille à l'accaparement des richesses pour un petit nombre. Alors, je crois volontiers qu'il y a quelques grands cyniques dans ce monde, et alors Trump et Bolsonaro en sont sans doute les plus beaux représentants, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des représentants politiques, en Suisse notamment, qui, tout en disant qu'il ne faut pas céder à l'hystérie écologique, etc., pensent œuvrer pour le bien commun en disant
pas de taxes supplémentaires, protégeons la classe moyenne. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut rallier ces personnes qui sont peut-être de bonne foi à travailler pour le bien commun qui est celui que vous appelez de vos voeux et que nous tous ici sans doute appelons de nos voeux aussi, sans les opposer. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre une troisième catégorie de personnes, mais c'est Churchill qui disait la force des pourris se renforce de la différence de certains. Bon. J'aime pas employer des mots comme ça trop définitifs, mais il y a, c'est vrai, parfois une forme de résignation. Et il y a aussi, parfois, il faut avoir l'honnêteté de le dire, la confrontation de sincérité réelle, mais totalement différente. Moi, j'en ai fait l'expérience dans mon gouvernement. Certains aimeraient bien dire « tu t'es fait instrumentaliser, ils étaient contents de t'avoir à tes côtés, etc. » Ce n'était pas du tout aussi simple que ça. Quand le président Macron, le Premier ministre, parlait d'écologie, il y avait une forme de sincérité, mais ils ne vivaient pas les choses, ils ne les percevaient pas avec la même dimension, avec la même urgence, avec la même gravité. Et puis, ils étaient un peu dans ce que Bossuet disait. Bossuet disait « on est d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes ». Et c'est toute la difficulté, c'est que souvent nos élites, qui sont, alors ça on ne peut pas le dénier, moi parfois j'étais bluffé par leur vivacité d'esprit, leur intelligence, leur esprit de synthèse, mais l'intelligence n'est pas quelque chose d'homogène. C'est un peu comme le gruyère, il peut y avoir des trous dedans. Et je pense qu'il y a d'abord chez eux cette conviction intime qu'il y a un couple qui s'est formé dans la modernité, l'avenir et le progrès. Et que c'est une sorte de chose irréversible, que demain apportera des solutions. Que la science, l'économie, la technologie, ce qu'on appelle le scientisme ou le positivisme, ils vont s'en défendre, mais au fond d'eux-mêmes. Et puis ils sont pris de court parce qu'ils ont été nourris, élevés, sensibilisés, structurés à un modèle économique basé sur cette croissance. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent que ce médicament est le poison. Et c'est très difficile pour eux de le remettre en cause, d'autant que les gens qui viennent les alimenter sur ces sujets-là sont toujours les mêmes. Et notamment, si on parle des économistes, moi j'ai été frappé de voir que les économistes qui ont l'oreille des grands et des puissants sont d'une orthodoxie absolument incroyable, j'allais dire presque d'un intégrisme. Alors que quand on regarde un peu la littérature économique, notamment chez les alternatifs, les économistes atterrés pour ne parler que de cela, ou ceux qui m'ont nourri, et Dieu sait que moi dans ce domaine-là je suis un ignorant, mais comme Gaël Giraud, etc., si on leur laissait un peu d'espace, on peut rentrer dans un nouveau chemin qui ne soit pas basé sur la prédation, qui ne soit pas basé sur l'accaparement, qui ne soit pas basé sur la concentration. Personne n'a une vision aboutie du modèle économique et sociétal de demain, celui qui... Voilà. Mais il y a des choses qui sont déjà claires, c'est les directions qu'on ne peut plus prendre et le chemin qu'il faut commencer à emprunter, et puis l'horizon se précisera une fois qu'on sera sorti du tunnel. Mais c'est le paradoxe des crises, c'est que le moment où on devrait être le plus créatif, le plus inventif, le plus audacieux, le plus disruptif, pour employer un mot à la mode, quitte même à oser franchir la ligne de l'utopie, on est d'une frilosité incroyable parce que le peu qui fonctionne, on a peur de le perdre. Voilà. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui me rend fou, c'est que si on veut que les choses aient un sens, aient une efficacité, et même si on veut que le citoyen, les hommes et les femmes nous suivent et adhèrent au changement, il faut faire les choses en grand. Mandela disait « nous réduire ne rend pas service au monde ». Mais faire les choses en petit ne sert à rien. Dire on va réduire les pesticides de 10%, on s'en fout.
Dire on va faire 20% d'énergie renouvelable, on s'en fout. Dire qu'on va faire de l'économie sociale et solidaire à la marge de l'économie conventionnelle, on s'en fout. Enfin, ça sert à rien. Dire qu'on peut le faire 100% du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais l'inscrire et le constitutionnaliser et après faire en sorte que tous les règlements, toutes les règles et tous les investissements fassent en sorte qu'on ne sorte pas de ce sentier-là, voilà. Et c'est cette méthode qui manque. Voilà, c'est cette capacité de voir au-delà des échéances, notamment politiques et électorales. Je n'ai peut-être pas totalement répondu à votre question, mais je vous ai livré mon expérience. Je fais partie des gens qui ont contribué à organiser cet événement et j'avais invité une personne avec laquelle vous avez travaillé, Monsieur Christophe Nuttall, au Sommet des Consciences. Et il me demande il n'a pas pu venir malheureusement pour cause de décalage horaire, parce qu'il arrive de New York. Et je voulais vous demander, faire l'interprète de ce qu'il m'a demandé, c'est-à-dire de renouveler ce Sommet des Consciences à Genève, en 2020 par exemple, avec toutes les composantes de la Genève internationale que vous connaissez, y compris le centre œcuménique. Bien reçu. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas que ce sommet des consciences s'exerce entre convaincus ou entre déjà un peu sensibilisés sur cette dimension-là. J'ai été très frappé quand on l'avait fait à Paris, effectivement avec Christophe. Il n'y avait pas beaucoup de chefs d'État, mais il y en avait quelques-uns. Et franchement, en une journée, j'ai vu combien leur regard, leur certitude, tout d'un coup, avaient été touchés. Et donc, si ce sommet des consciences, il n'y a pas une confrontation avec les plus hauts responsables économiques et politiques pour leur ouvrir, je ne sais pas si on peut appeler ça leur chakra, mais à un moment ou un autre, voilà. Je voudrais qu'il y ait cette confrontation. Mais pour ça, il faut les immerger. Il ne faut pas que ça soit juste un événement de quelques heures. Et moi, j'avais ce projet qui était soutenu par l'UNESCO, par la mairie de Paris et par le président Macron. Il était très enthousiaste. Il avait dit on fait une semaine des consciences à Paris, avec plein d'événements. On fait venir toutes les grandes autorités morales, spirituelles, intellectuelles. Voilà. Et puis, on le conclut par 2 jours sur le sommet des peuples premiers. Voilà. Ou des peuples racines, chacun y mettra l'intitulé qu'il veut. Et là, ce sommet, on contraint les grands du monde, plutôt que d'aller passer quelques jours dans un G7 ou un G20, ou pardon de vous le dire, qui sont des moments excessivement importants, mais dont le compte-rendu est écrit la veille du début des festivités, si vous voulez. Donc ça aussi, il y a un moment ou un autre, quitte à rassembler les grands du monde, autant les confronter à des choses qui sont essentielles. Il faut qu'on arrive à instiller, infuser dans le débat politique et médiatique cette dimension-là. Elle est essentielle. Je ne sais pas si on va y arriver. Quand on dit ça ici, je sais que vous êtes tous sensibles, donc je pense que vous me comprenez. Mais vous dites ça sur un 20h de TF1, je veux dire, le gars, il passe la pub. Monsieur Hulot, tout d'abord, merci d'être là, merci d'être à l'ONU, parce que vous étiez très attendu. Nous, on a organisé plusieurs conférences. C'est à chaque fois, on avait envie de vous inviter, et c'est pas facile, voilà, de vous avoir. Donc vraiment, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Il n'y a pas le bon contact, c'est pour ça. Voilà, et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Et merci bien sûr à Dominique Bourg qui a fait une excellente intervention dans le cadre du colloque que nous avons organisé le 4 juin à l'ONU, organisé par IEDD et UNISU. Alors, vous nous avez fait prendre de la hauteur et du coup, je vais vous poser une question un peu pratico-pragmatique, désolée pour ça. Nous souhaitons organiser une conférence au Sénat qui s'intitulerait « Élus et ODD, Objectifs de développement durable ». J'aimerais savoir quelles sont les recommandations que vous aimeriez faire aux futurs élus pour qu'ils intègrent véritablement les questions de climat et les objectifs de développement durable, l'agenda 2030 de l'ONU dans leur programme, de manière à faire en sorte que ces ODD et le climat soient de manière extrêmement concrète intégrés dans les politiques locales. Tu peux me passer ton livre? Vous parlez du Sénat, lequel? Paris. Ah, notre Sénat. Oui, Paris. Bon.
Écoutez, là, la question, franchement, elle est tellement vaste, parce que par quoi on commence, vous voyez, je veux dire que le développement durable, ça doit être un prisme par lequel passe, un tamis par lequel doivent passer toutes les politiques publiques. Donc, c'est d'ailleurs bien la difficulté, c'est que dans l'esprit de beaucoup, c'est une variable d'ajustement, encore. Bon. Quand j'avais accepté ce poste, transition écologique et solidaire, moi-même j'ai failli le faire, j'avais bien expliqué au président, je lui avais dit, mais tu sais, derrière ce mot, transition, par définition, c'est une transition sociétale. Et n'imagine pas que je vais pouvoir la coordonner, l'impulser tout seul. Donc il va falloir qu'au plus haut niveau, vous distribuiez les rôles, et moi je peux l'animer, bien entendu. Bon. Donc la première chose, c'est de se rendre compte que c'est un changement de modèle profond qu'il faut initier avec des perspectives. Donc premièrement, il y a une priorité, c'est la transition énergétique, évidemment. La deuxième, qui est très importante et sur laquelle d'ailleurs le Sénat devrait se pencher, ça vaut pour la France, mais ça vaut pour l'Europe. Il y a une échéance à venir qui pour moi est cruciale, c'est la réforme de la politique agricole commune, parce que l'agriculture est soit un frein, soit un levier fantastique pour notamment la lutte contre les changements climatiques. Et je pense que là, nous avons, et je peux en dire un tout petit mot, une fenêtre d'opportunité magnifique, à la fois pour apaiser le monde agricole, à la fois pour diversifier leurs revenus, à la fois pour en faire des acteurs de la transition énergétique, des acteurs de la lutte contre le changement climatique et des acteurs de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Voilà. Après, il y a cette nécessité d'investir dans la transition énergétique. Si on veut changer de modèle, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, si on veut changer de mode de transport, il faut amorcer la pompe. Donc il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans une situation budgétaire pour le moins limitée. Bon. Et c'est pour ça aussi, pour moi, que tout ça est lié à l'économie et à la fiscalité. Et pour moi, il faut une profonde réforme fiscale et il faut sortir d'une forme d'intégrisme économique. Moi, je suis absolument convaincu que nous pouvons, à un moment ou à un autre, pour tout ce qui va nous permettre d'épargner des externalités négatives en termes économiques et en termes environnementaux et sanitaires, on peut se permettre de faire de la dette. J'en suis absolument convaincu. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais dans le même temps, il faut avoir une vision intégrale de la fiscalité, et notamment une vision intégrale dans laquelle on met la fiscalité écologique, mais on ne la met pas à côté, simplement comme une fiscalité additionnelle. Parce que quand la fiscalité écologique est vue simplement comme une fiscalité additionnelle, elle crée à juste titre du rejet. Voilà. Mais là aussi, il y a un sujet très important. Je vais faire court, mais ce n'est pas peut-être l'objet, parce que là, on s'éloigne de la spiritualité. Mais on entretient un immense malentendu, consciemment ou inconsciemment. Nos États, ils n'ont plus d'argent. Ils n'en ont plus. Pourquoi ? Ils n'en ont plus parce qu'ils en dépensent beaucoup, parfois pour de bonnes raisons. Parfois, très sincèrement, quand on regarde, y compris à l'échelle locale, il y a des dépenses qui ne me semblent pas faire partie de nos priorités du moment. Et quand vous ajoutez, multipliez ça par le nombre de départements ou de communes. Bon. Mais il y a surtout aussi le fait qu'au fil du temps, le politique et les politiques, et notamment en Europe, pour ne parler que de cet espace, parce que c'est le seul, moi, qui m'intéresse pour l'instant, ont laissé tout un pan de l'économie s'organiser en toute légalité, mais en toute immoralité, pour échapper à la solidarité. Et privent ainsi les États, et donc les politiques, de marges de manœuvre qui leur sont nécessaires actuellement. Voilà. Et donc, du coup, on va toujours chercher chez les mêmes, les PME, les petites entreprises et les classes moyennes, mais pas là où il y a des grandes concentrations, ou pas là où il y a des activités financières, souvent spéculatives, qui font des profits très importants. Et je dis ça sans aucun substrat idéologique, mais la période oblige à un moment ou à un autre qu'il y ait une plus grande rigueur sur la fiscalité. Ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, puisque chacun maintenant sait ce que c'est, très sincèrement, elle n'est due qu'à la complaisance et à la faiblesse des États. À 28 en Europe, vous pouvez remettre de l'ordre. Et croyez-moi, ça va vous redonner des marges de manœuvre. Tout dépend de ce que vous allez faire avec cet argent. Voilà. Quand on utilise le fruit de la taxe carbone pour combler les recettes de l'État, là, on fait une erreur majeure. Voilà.
quand on veut taxer le carbone, d'abord il faut le faire progressivement. On peut très très bien cibler les gens qui sont dans des impasses sociales et économiques et affecter cet argent pour leur permettre, par un équipement ou par un changement d'équipement, de réduire leur consommation et donc de compenser l'impact économique. Donc, ce que je veux simplement dire, s'il y a un conseil à donner, c'est au Sénat, essayez un tout petit peu à un moment ou à un autre d'écouter les alternatifs. La vérité, elle est partout. Voilà. En matière agricole, il y a des gens éminents aujourd'hui qui ont une vision absolue du modèle agricole européen de demain. En matière économique, il y a aussi des alternatives. En matière fiscale, il y a aussi une vision. Donc peut-être prendre ce temps-là. Le Sénat, je sais que Dominique, et j'en fais partie, prône l'émergence en France d'une troisième chambre qui serait la chambre du futur. Mais en attendant, on a le Sénat. Il pourrait faire jaillir des alternatives. Quel est le rôle du Sénat aujourd'hui ? Alors, c'est heureusement qu'il n'y ait pas trop de sénateurs ici et que rien ne va sortir de cette table. Enfin, c'est de détricoter les lois qui sont faites à l'Assemblée. Peut-être qu'on pourrait avoir une plus haute idée d'une chambre comme cela qui peut produire beaucoup d'intelligence. Je dis ça parce que moi, j'ai découvert comment ça fonctionnait quand j'étais ministre. J'ai réussi à faire voter une loi. Alors, vous passez, on vous explique, il va falloir que tu fasses des séances de nuit à l'Assemblée, tu vas te farcir des centaines d'amendements, et de toute façon, t'inquiète pas, on a la majorité, donc tu diras que tu n'es pas d'accord avec les amendements, donc jusqu'à 3h du matin, vous dites non, 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 non. Là, vous sortez, vous êtes applaudi, la loi a été votée. Ah, mais après, il faut aller au Sénat. Alors là, on vous prévient délicatement qu'il faut refaire des séances de nuit, mais que là, comme on n'a pas la majorité, on va vous détricoter toute la loi. Voilà. Bon. Voilà le jeu, voilà comment fonctionne la politique. Pour finir, après, il y a une commission paritaire qui ne va pas s'entendre et ça repasse à l'Assemblée. On a perdu des journées. Tant que la politique fonctionnera comme ça, parce que ça aussi, c'est très important. On est dans une période de guerre. On est en guerre contre nous-mêmes. Donc, ces jeux politiciens, ces confrontations partisanes, elles sont pour moi absolument inadmissibles. Voilà, inadmissibles. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui dit « tu m'en veux pas, hein, je t'ai fait un amendement, mais je t'aime bien, mais c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement ». C'est Victor Hugo qui dénonçait ça. Il disait « la plaie politique, c'est quand on préfère la consigne à la conscience ». Eh bien, c'est la première chose qu'il faut éradiquer. Une dernière ? Oui, alors une dernière question. Ou deux en les groupant. Il y en a trop. Merci beaucoup aux intervenants et surtout, tout particulièrement M. Hulot et son côté didactique très passionnant. On a parlé tout à l'heure d'espérance. Il me semble que l'espérance, c'est ne pas baisser les bras devant une tâche qui paraît insurmontable. Et Edgar Morin, que vous avez évoqué tout à l'heure, a assez bien exprimé son espoir comme étant l'inattendu peut toujours survenir. Et que, pour le meilleur et pour le pire, je pense qu'on était bien peu d'entre nous à s'attendre à la chute de Berlin. Et je pense qu'on était aussi assez peu à s'attendre à ces flots de jeunes, ces millions de jeunes qui sont descendus dans les rues et qui commencent à faire frémir le politique. Et il me semble qu'on les a un peu oubliés, on les a évoqués, mais on les a un peu oubliés. Parce que je pense que le sommeil, il est dans la rue maintenant. Quelqu'un disait l'autre jour que l'espoir sera le dernier à mourir. Ça, c'est pas tout à fait faux. Si nous avions... d'abord, souvent, je le dis, garder l'espoir devient un acte de bravoure, parce qu'on se dit pourquoi avons-nous perdu des décennies aussi précieuses alors que tout nous montre que nous en savions déjà suffisamment assez il y a bien longtemps pour commencer à prendre un autre chemin. Bon. Mais bon, on ne va pas se tourner vers le passé. Qui peut affirmer à travers une boule de cristal que l'avenir est déjà écrit ? Personne. Ce dont on sent et qu'on pressent les uns et les autres, c'est que le monde de demain va être radicalement différent du monde d'aujourd'hui et qu'il va l'être de gré ou qu'il va l'être de force. Bon. Est-ce que les choses sont déjà écrites ? Est-ce qu'on a déjà basculé du mauvais côté ? Moi, je ne veux pas y croire. Je sais que le temps est compté.
et je le sais, et c'est ce que dit dans des termes plus élaborés le GIEC, en disant que les 10 prochaines années vont être déterminantes dans l'ampleur des phénomènes, dans l'irréversibilité. Mais on sent quand même que des choses sont en train de jaillir, d'émerger. Et d'ailleurs, Edgar Morin, qui a toujours les phrases qu'il faut, il dit bien, puisqu'on est tous foutus, soyons frères. Donc, on peut commencer par là. Et c'est peut-être de là d'où viendra le salut. Moi, on ne peut pas se résigner. Mais il faut avoir une parole de vérité. Souvent, on me dit, mais tu es trop catastrophiste. Tu es trop radical. Mais c'est la situation qui est radicale. Parce que de rester calme face aux réalités qui sont en marche et aux prévisions que l'on nous donne, c'est une forme d'infirmité. Parce que la science nous impose là, à défaut d'être en colère ou d'être en panique, de réagir et de réagir d'une manière très rapide. Moi, je n'oublie jamais que pendant qu'on parle, pendant que les sommets se multiplient, pendant que les paroles... Je ne dis pas que la colère de Greta Thunberg est bonne conseillère, mais elle est tellement compréhensible depuis le temps. Il meurt des centaines de milliers de personnes chaque année des conséquences des changements climatiques. Des millions de personnes se déplacent. Donc, rester zen ou dire il ne faut pas forcer le trait, allez leur dire ça. Voilà. Après, moi, je veux garder l'espoir, pas simplement par optimisme ou pessimisme. De toute façon, vous savez, les deux sont les faces d'une même médaille. C'est la capitulation, puisque les optimistes disent que tout va s'arranger, et les pessimistes que tout est foutu. Donc, dans les deux cas, vous abandonnez votre sort au destin. Mais il faut faire ce que l'on peut. Avoir un langage... Moi, ce qui me désespère, c'est quand on tamise la réalité. Voilà. Si demain j'ai une maladie, je préfère qu'on me dise ce que j'ai. Si on me dit que j'ai une simple grippe alors que j'ai quelque chose de plus grave, je ne vais pas me mettre en même situation. Bon, mais après, il faut alimenter, il ne faut pas simplement être dans le constat, et il faut autour de soi valoriser, accompagner les solutions. Mais c'est clair, on est à un moment déterminant, l'avenir est en train de se décider. Il y avait un philosophe, je ne sais plus lequel, il avait eu cette phrase, et je me dis qu'il faut qu'on lui donne tort. Il avait dit « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. » Moi, ce qui me fera la peine, c'est le jour où elles ne seront plus dans nos mains. Voilà. Et là, nous les avons encore en main, donc utilisons ce moment et ce répit. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nicolas. On va passer au moment musical.
Un immense merci à Django Music, Zhang, Marco, Leopoldo aussi, toute l'équipe. J'aimerais juste préciser qu'ils sont en tournée et que toute la musique est un lien que Django Music utilise pour faire passer les messages de l'écologie, pour relier les gens. Et qu'ils œuvrent uniquement dans des projets pour récolter aussi des fonds et les reverser à des projets, à ces soutiens. On a parlé tout à l'heure aussi de personnes qui luttent aussi pour une économie autrement, une vie autrement. Donc encore merci, on est honorés par votre présence. Merci, merci d'être là. Un magnifique binôme. Merci également donc, à François Heuvet et Catherine Erard. Merci d'être venus, d'avoir accepté l'invitation, François Heuvet. Merci à Iwan Asnaoui d'avoir pu venir. Et désolée pour les traductions, ça a un petit peu été difficile sur la suite, donc c'était pas évident de faire la traduction simultanée aussi à côté. Donc merci beaucoup. Merci Nicolas Hulot. Il reviendra ce soir. Donc je passerai après la parole à Juliette pour des raisons pratiques parmi celles et ceux qui d'entre vous venaient à Carouge ce soir pour vous expliquer 2-3 informations avant la phase 2 de la journée. Un immense merci à Juliette, Thomas, Monica, qui est partie avec François, toute l'équipe des bénévoles, encore vraiment merci, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et un merci spécifique à Christian David pour cette organisation.